C'est la psy la plus disponible qu'il existe sur Terre, juste en un coup de fil. Et puis, elle est à votre service. Justement, elle est encore en plateau avec nous. Bonjour, madame. Bonjour, Herman. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Pour parler d'un sujet moins gai, par contre, il s'agit du viol. Tout à fait. On est estomaqué chaque fois, on est révolté chaque fois qu'on apprend un cas de viol. Mais on va essayer quand même d'en savoir davantage et pourquoi pas relayer aussi les questions de nos amis, les internautes qui ont été bien nombreux à chercher à savoir, avoir des informations supplémentaires. Alors dites-nous, madame, le viol. Merci beaucoup et je salue tous les amis qui nous suivent depuis leur maison. Je profite pour leur dire bonne fête de Ramadan. C'est important de le dire. Aujourd'hui, nous parlons du viol parce qu'on l'a déjà programmé depuis longtemps et il faut bien en parler. Et toutes les personnes qui nous ont envoyé des questions, je leur dis également merci. Pourquoi parler du viol? Parler du viol parce que ça devient un fait banal et à controverse. On fait des confusions, c'est quoi le viol? Qu'est-ce qui n'est pas le viol? Donc, et beaucoup de personnes souffrent en silence, passent beaucoup de temps, hésitent avant de demander de l'aide, malgré qu'il y ait beaucoup d'efforts faits par le gouvernement béninois, par les ministères qui s'occupent de la santé, de la famille et tout le reste. Il reste que le viol est un fait sur lequel il faut continuer à sensibiliser. C'est quoi le viol? Comme on le sait généralement, le viol c'est tout acte sexuel exercé ou commis sur une personne contre son consentement, contre sa volonté. Donc, un acte sexuel qu'on a avec une personne contre sa volonté ou contre son consentement, c'est un viol. La plupart du temps, on fait allusion à la pénétration. On dit, on va conclure véritablement qu'il y a viol quand il y a pénétration forcée contre le consentement de la personne. Mais les habitudes ont évolué. Les terminologies également ont évolué. Il peut ne pas avoir une pénétration d'un organe sexuel et la pénétration d'un objet ou des actes qui ressemblent à de la pénétration peuvent amener des personnes à conclure qu'il y a eu du viol. Et autour du viol, il y a plein d'autres actes comme les abus sexuels, les atteintes à l'intégrité sexuelle, les exploitations sexuelles, le harcèlement sexuel. Il y a tout un vocabulaire et toute une pratique autour du viol qui ne sont pas très loin du viol, bien que le viol soit comme un crime, ou un crime j'allais dire, il y a quand même des actes qui ne sont pas moins graves et qui ressemblent à du viol et il est important que les victimes demandent de l'aide pour être vraiment accompagnées. D'accord. Il y a Valentin Mauto Serronou qui demande, est-ce qu'un homme peut être victime de viol? Tout à fait. La plupart du temps, on pense que ce n'est que les femmes qui sont victimes de viol et c'est vrai, la majorité des personnes violées, cette majorité, c'est les femmes. Mais il y a des hommes qui sont violés. Dans la définition déjà du viol, c'est une évidence. On peut obliger un homme à faire l'amour. On peut toucher l'organe sexuel d'un homme. On peut toucher ses parties intimes. On peut l'influencer. On peut l'intimider. On peut lui donner des contraintes psychologiques et même physiques à passer un acte sexuel. Donc, tout comportement qui porte atteinte à l'intégrité sexuelle d'un homme en l'obligeant à avoir un rapport sexuel dans des contextes donnés peut être considéré comme un viol si tous les éléments sont réunis. Donc aussi bien l'homme peut être violé que la femme peut être violée. D'accord. Et puis, pour continuer par égrener son chapelet de préoccupations, bien sûr, il demande quels sont les premiers soins psychologiques qu'on peut apporter à une victime de viol. Malheureusement, le psychologue n'est pas présent quand la personne est violée. Il revient à la personne violée de demander de l'aide. Et c'est ça qui rend complexe l'accompagnement des personnes qui subissent les viols parce que le viol ayant souvent lieu dans un environnement caché ou dans un environnement discret ou insécure où il n'y a que le violeur ou les violeurs des fois et les personnes violées ou la personne violée. Du coup, il y a toute une démarche à faire entre ce moment où l'acte est commis et le moment où on demande de l'aide. Donc, c'est d'encourager les personnes à en parler. Et la personne immédiate n'est pas forcément le psychologue qui est, c'est d'abord un environnement confiant. C'est peut-être un ami, c'est une amie, c'est la police, c'est un médecin, c'est une livette que certains pays ou certaines communautés installent. C'est une plateforme, c'est également des chats.
il y a des plateformes qui permettent rapidement de faire des signalements. Donc, quand vous subissez un acte sexuel involontaire sous contrainte psychologique ou physique, il est important de signaler automatiquement. D'accord. Et pour finir, la question posée par Valentin Serronon, il demande si une femme violée qui tombe chaudement amoureuse de l'homme considéré comme son malfaiteur, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Il faut clarifier déjà quelque chose que l'amour ou le fait d'être amoureux de quelqu'un n'exclut pas les actes de viol ou de violence sexuelle. Des personnes peuvent être amoureuses et dans une relation amoureuse, quelqu'un subit un viol. Parce que l'amour, c'est un lien qui s'installe, c'est une relation qui s'installe. C'est vrai que ça demande du respect, de la considération, mais il peut arriver qu'un acte sexuel ponctuel soit un viol dans une relation amoureuse. Déjà, il faut clarifier. Même dans un couple, il peut arriver que quelqu'un subisse un viol. Maintenant, qu'en est-il si la personne qui est violée tombe amoureux de la personne qui l'a violé? Les gens qui sont violés peuvent développer un peu comme des dysfonctionnements d'ordre psychologique et psychique, peuvent se retrouver dans une position complexe. Est-ce que c'est victime? Est-ce qu'on est en même temps un peu auteur? Est-ce qu'on n'est pas coupable de quelque chose? Est-ce qu'il ne faut même pas sauver la personne qui a fait du mal? Donc le viol peut créer comme des écarts dans le fonctionnement psychologique. Et là, il faut vraiment demander de l'aide. Parce que le viol est un crime et être violé et tomber en même temps amoureux, ça vient installer une dynamique complexe qui ne permet pas la prise en charge. Parce qu'il faut faire la part des choses entre la victime et l'auteur. Et quand vous revenez dans une relation trop soudée ou amoureuse avec un auteur, vous aurez du mal à demander de l'aide et à réclamer la place de victime. Donc, il faut soigner profondément la personne qui sent encore des sentiments amoureux vis-à-vis de quelqu'un qui lui a fait du mal. D'accord. Oui. Et puis, Nelly Brahi demande qu'appelle-t-on consentement et quelles sont ses limites? Le consentement, c'est le fait de dire oui ou le fait d'exprimer un oui, un accord. L'expression de cet accord, ça peut être verbal. Oui, je suis d'accord, comme ça peut être corporel. Ça peut être dans les gestes, ça peut être dans l'accompagnement. Donc, le consentement, c'est l'accord qu'on donne pour un acte, pour collaborer sur quelque chose. Donc, le consentement, c'est le fait qu'une personne dise oui pour aller au sexe, ou le fait qu'une personne se comporte à travers son corps pour dire « je suis d'accord pour aller au sexe ». Certaines personnes n'expriment pas leur consentement par la bouche, mais ont du mal également à l'exprimer par le corps. Parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté et ils ont du mal à dire le non de façon ferme. C'est pour ça les dynamiques d'éducation des jeunes filles et des femmes, à pouvoir poser les limites quand il le faut, à pouvoir dire non devant certains comportements, c'est fondamental. Parce qu'il y a des personnalités qui ont du mal à s'affirmer ou à poser les bonnes limites et se mettre rapidement en danger. Donc le consentement, c'est le pouvoir de dire « je veux y aller, je ne peux pas y aller ». Et voilà, et ça s'apprend. Comment une victime peut-elle gérer les flashbacks? C'est toujours une préoccupation de Nelly. Brahi. Merci beaucoup à Nelly d'ailleurs. Les flashbacks, c'est déjà comme des pensées intrusives qui reviennent, c'est-à-dire c'est comme des souvenirs flash qui reviennent et qui ramènent des séquences du fait. C'est-à-dire les parties du viol ou du harcèlement ou d'autres choses, ça vous ramène ça dans l'idée sans votre volonté. Donc, ça vient envahir l'individu et ça l'empêche d'être normal dans le quotidien. Donc, les flashbacks font partie des signes du stress post-traumatique ou d'un stress compliqué après un événement difficile qu'on a vécu. Donc, les flashbacks, il faut déjà les accepter comme les faits, comme les signes d'un événement compliqué qui est vécu. Il faut demander de l'aide à un psychologue. On ne peut pas gérer seul les flashbacks. Les flashbacks viennent indiquer qu'on n'est pas soigné, que le fait n'est pas véritablement passé. Même si des années sont passées, on peut encore vivre des flashbacks. On peut avoir par exemple un cahier et au fur et à mesure que ça vient, on note dans ce cahier ce qui vient. On peut en faire un récit. Mais quand on est bloqué, il faut demander de l'aide. D'accord. Et elle demande aussi le processus de guérison psychologique d'une victime de viol dure combien de temps environ? C'est complexe. C'est déjà que la victime ait le courage et l'opportunité de demander de l'aide. Et tout dépend de sa personnalité, de l'histoire que la victime même a, du dispositif d'accompagnement qu'on lui offre. Il y a des victimes qui ont des personnalités difficiles à émerger. Il y a des victimes qui ont du mal à passer à autre chose. Il y en a qui sont dépendants.
Et même si on les fait décoller, elles ou ils ont du mal à décoller, à avancer. Il y en a qui sont obsessionnels, qui sont accrochés à l'acte et qui sont dans une répétition. Donc le tout dépend un peu de la personnalité, du contexte même de l'acte. Est-ce que c'est un mineur? Est-ce que c'est en famille? Est-ce que le violeur est dans l'environnement de vie? Est-ce que c'est une autorité? Est-ce que c'est un père? Donc le lien qu'on a également avec le violeur et le processus de réparation qui est mis en place pour accompagner les personnes violées participe beaucoup à les soigner. Ça prend beaucoup de temps, malheureusement. Bien sûr. Oui. Et puis, une victime de viol peut-elle retrouver une vie sexuelle saine et épanouie? C'est bien possible. La plupart du temps, les victimes du viol ont du mal dans leur vie, tout court. C'est pas que la vie sexuelle, mais dans la relation à l'autre, dans la confiance en soi, dans l'estime de leur corps. Les victimes de viol sont souvent très embêtées. Donc, ce n'est pas que la vie sexuelle, mais c'est la vie ordinaire déjà. On remarque déjà comme conséquence chez ces victimes-là, soit elles sont dans le retrait par rapport à la sexualité, elles ont du mal à y aller avec confiance, soit elles sont dans l'excès. Des gens qui sont rapidement violés et qui sont beaucoup plus dans le cadre familial, des viols incestueux, ont du mal à poser des fois les limites par rapport à l'acte sexuel. Elles peuvent être dans l'excès sexuel ou dans une forme de prostitution, ou carrément bloquées dans le processus de sexualité. Donc, on remarque chez les gens violés que les problèmes d'ordre sexuel sont là, mais elles peuvent s'en sortir. Elles peuvent passer à autre chose si elles font confiance et elles demandent de l'aide. D'accord. Et le style vestimentaire, ça c'est une question qui revient souvent quand il s'agit de parler du viol. Certains l'utilisent comme argument pour essayer d'expliquer. Pourquoi pas tenter d'expliquer, mais je trouve ça quand même assez incongru. Le style vestimentaire est-il une excuse pour violer quelqu'un? Non, il n'y a aucune excuse pour être violent. Toute violence est une attitude grave et déshumanisante. La violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, c'est quelque chose à éviter. Quand c'est encore une violence sexuelle, ça porte atteinte à la dignité et à l'humanité de l'autre. Donc, rien ne justifie un viol. On ne pourrait pas dire parce que la personne a porté une petite jupe ou parce qu'elle a laissé son ventre, tout le monde a vu. Alors, c'est une excuse. Non, ce raisonnement, ce n'est pas un bon raisonnement. Ça ne voudrait pas dire que les gens vont marcher nus dans la rue. Ça ne voudrait pas dire qu'on tolère des formes d'habillement qui ne respectent pas déjà la personne qui l'a porté. C'est la personne qui a porté, c'est à elle il faut parler, c'est à elle il faut dire des choses par rapport à son corps. Mais ce n'est pas une excuse par rapport à l'autre qui vient à elle ou à lui. Donc rien n'excuse qu'on violente quelqu'un ou qu'on rentre dans l'intimité de quelqu'un contre sa volonté. Et quand on commence par dire ça devant le juge ou devant la police, alors ça les met quand même dans tous les états aussi. Hein. Attention à ce genre d'arguments. Absolument, c'est très important. Et puis, une question qui a traversé tout le Sahel pour venir sur le littoral. Je veux la découvrir. Elle est de Yahaya Ataou, psychologue chargé de formation et d'encadrement à Agadez au Niger. Merci. Il dit quels sont les mécanismes de prise en charge des cas de viol. Déjà, c'est une question de développement, les prises en charge des cas de viol, parce qu'on parle de violence, on parle de relations humaines, on parle d'éducation. Donc, ce n'est pas lié typiquement au cabinet d'un psychologue ou d'un assistant social, mais c'est des décisions de l'État. Et heureusement que l'État béninois également a mis en place beaucoup de lois pour protéger les victimes ou pour même éviter que cela arrive. Et c'est le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé qui ont quand même des bras opérationnels comme les CPS, les centres de promotion sociale, ou les CIPEC, les centres intégrés de prise en charge des violences basées sur le genre, ou également des partenaires aussi qui collaborent beaucoup avec le système de gouvernance au Bénin, INABEL, Médecins du Monde, FONUAP et autres. Donc, c'est des décisions de vision, de politique déjà installées dans chaque pays qui permettent quand même de prendre en charge. Et en dehors de ça, il y a des structures spécialisées, beaucoup plus opérationnelles, chez qui les gens peuvent porter plainte déjà. Donc, il faut déjà le signalement. Première chose, il faut déjà signaler qu'il y a un acte de viol. Et il faut se prêter à l'accompagnement psychologique et accompagnement social. Il y a le numéro vert de la police, 166 si je ne me trompe pas, que tout le monde peut appeler. Ce n'est pas seulement quand on est braqué qu'on appelle la police, mais la police est beaucoup plus formée aujourd'hui sur les questions du genre et de viol. Donc, on peut appeler la police systématiquement pour signaler ou pour se plaindre et ils vous diront le processus à suivre. Pour les enfants, c'est encore plus compliqué. Il y a aussi un numéro vert, c'est le 138.
Et il ne faut pas hésiter à appeler quand un enfant est victime d'une violence, qu'il soit sexuel ou autre forme, il faut forcément faire le signalement et se prêter aux spécialistes pour le suivi. D'accord. Oui. Mais merci beaucoup, Madame Segbédia Ligbonon. C'est plutôt vous moi. Vous êtes psychologue, clinicienne. Tout à fait. Merci de nous avoir éclairé sur le sujet. On dit merci également à toutes ces personnes qui ne cessent de poser des questions pour en savoir davantage, pour essayer de creuser le sujet, pourquoi pas nous offrir une palette beaucoup plus large pour mieux appréhender le sujet à travers leurs questions. On va au-delà, donc, bien sûr, du classique pour leur apporter des réponses spécifiques. Continuez justement par poser des questions. C'est grâce à vous que cette rubrique Allo Psy a des intrants qui permettent donc de parvenir à son éclosion. Vous ne partez pas, je vous laisse juste le temps d'aller tirer un petit coup rapidement. Quand je dis tirer un coup, c'est aller prendre un petit café. D'accord. Il ne faut pas avoir des élans controversés.